pense que depuis hier, vous avez bien saisi qu'il y a véritablement des conceptions qui sont différentes, tant à la fois sur la façon de définir les conflits, conflits qui sont potentiellement pris en charge par des modalités bien différentes. Donc ça, je pense, depuis hier, vous avez bien compris. Avec l'intervention ce matin de Anne, on voit à quel point non seulement il y a des conceptions différentes, des conflits ou des difficultés ou des problématiques sociales, mais en plus, il y a une conception différente de la prise en charge. Donc, c'est à ce double niveau-là que lorsqu'on parle de manifestation, par exemple, de pluralisme, on est à la fois au niveau de la définition des problématiques ou des conflits, mais aussi à la fois sur la façon de prendre en charge. Et d'ailleurs, les deux sont souvent interreliés parce que, là, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais la façon de définir une situation problématique a un lien très étroit avec la façon de prendre en charge les problèmes. Donc, autrement dit, notre système étatique qui est beaucoup dans une optique de punition, quand on dit punir, ben, ça veut dire que nécessairement, on a une façon très particulière d'avoir au préalable défini la problématique pour que la seule réponse que l'on puisse donner à ce problème-là soit la punition. Je vais essayer de l'illustrer un peu par le tableau que je trouvais plus intéressant de vous parler des conceptions étatiques de la gestion des conflits en contraste avec les conceptions autochtones, mais encore une fois, on parle de tendance générale hein, par rapport aux conceptions autochtones, mais il faut être conscient que tous ces systèmes de droit autochtones, qu'on appelle coutumiers, traditionnels, etc., sont extrêmement diversifiés. Bon, moi qui connais mieux les questions inuites, maintenant un peu mieux les Atikamekw, ben, tout de suite, la façon dont les Inuits et les Atikamekw définissent et conçoivent la gestion des conflits, elle est différente. L'autre mise en garde, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la conclusion ou les discussions qu'on va avoir. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'idéalisation des systèmes de droit autochtones, hein, parce que ce sont aussi des systèmes qui ont leur faiblesse et puis qui peuvent être contestables aussi sur un plan éthique. Donc ça, je pense qu'il faut aussi faire attention. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous montrer les distinctions. Par exemple, une des grandes distinctions, et puis les anthropologues du droit qui ont travaillé beaucoup sur ces questions-là, puis il y a eu des travaux de synthèse à partir de terrains très différents. Ben ça, c'est vrai que c'est une des caractéristiques qui ressort beaucoup, c'est que dans la conception étatique, la notion de crime est véritablement conçue comme une transgression à un ordre juridique, à des règles juridiques, alors que dans les conceptions autochtones, la notion de crime, d'ailleurs, sans doute que Christian confirmera ça pour les conceptions atikamekw, le mot crime n'existe même pas. C'est souvent un terme qui est même indéfinissable. Et les Autochtones ont plutôt tendance à parler de souffrance, de conflit, de blessures. Donc, vous voyez là la grande différence quand on se situe au niveau d'une conception plutôt de l'ordre du conflit ou d'une transgression à une règle. Alors là, on est vraiment dans des univers très différents. La notion de préjudice aussi est extrêmement différente. Dans la conception étatique, c'est vraiment un préjudice à un ordre moral, à des valeurs collectives. Et d'ailleurs, pour faire ce tableau-là, je me suis inspirée de certains auteurs, des sociologues du droit, et par exemple, je me suis inspirée notamment d'un ouvrage qui est fort intéressant qui s'appelle The Logic of Social Control de Alan Horvitz,
qui est un sociologue américain qui a très bien modélisé les différents systèmes pénal, compensatoire, réparateur, etc. Et lui, quand il définit les modalités pénales, il explique bien que la mise en action de ce mode, lui, il parle de style, il va parler du style pénal. Le style pénal est mobilisé lorsque le conflit est construit, et je dis bien conflit est construit, hein, parce que là peut-être que j'ouvre une autre parenthèse, mais il y a souvent une tendance à penser que, ben oui, le pénal existe et puis finalement il est utilisé parce que les crimes sont graves ou parce que c'est pour certains types de conflits. Et ça, je pense qu'il faut complètement défaire ça et être conscient que tout conflit peut être construit de multiples façons et qu'un même conflit peut être pris en charge par des processus complètement différents. Et justement, Horvitz, je reviens à mon auteur, lui définit, il définit le style pénal en disant que c'est un style qui est mobilisé lorsque le problème est construit comme étant une atteinte à des valeurs collectives. Donc le conflit est construit autour de ça. C'est pas que intrinsèquement, de façon essentialiste, le conflit touche à des valeurs collectives, il est juste construit comme touchant un ordre moral. Le préjudice au niveau plutôt des conceptions autochtones, je ne dis pas que l'atteinte aux valeurs collectives est absent, mais c'est souvent construit autour d'une souffrance ou d'un conflit ou d'une blessure qui porte atteinte à une relation, à des relations sociales, familiales, collectives, etc. L'autre grande différence, c'est au niveau de la responsabilité. Dans les conceptions étatiques, vous ne serez pas étonné que je vous mette ça devant les yeux, on est vraiment au niveau pénal à l'idée de la responsabilité individuelle, alors que les conceptions autochtones, vous ne serez pas étonné non plus de le voir, qu'on est plutôt dans une construction de responsabilité collective. Le fondement éthique. Fondement éthique, là, et ça, je vous inviterai à réfléchir aussi à ces deux notions complètement différentes, la notion de culpabilité et la notion de responsabilité. Quand on est dans une conception étatique pénale, on est essentiellement dans une construction là, qui tourne autour de cette notion de culpabilité, alors que, par exemple, voilà, ça c'est une caractéristique qui est aussi identifiée parmi les anthropologues du droit comme assez transversale. Dans les langues autochtones, la notion de culpabilité ou de coupable n'existe pas et c'est très difficile à traduire. Les Autochtones ont plutôt tendance à parler de l'idée de responsabilité. Là, on n'a pas le temps, mais je vous invite vraiment à réfléchir à plein de situations et puis d'essayer de jouer avec ces deux termes et de voir à quoi ça renvoie et comment c'est différent quand je dis je suis coupable de ou je suis responsable de. La notion de culpabilité, nécessairement, puis vous voyez le lien avec ce qui précède dans le tableau, c'est que nécessairement la notion de culpabilité, elle porte en elle l'idée du blâme. C'est le blâme moral, je suis coupable versus je suis responsable. C'est complètement différent. Puis petite anecdote, puisque je travaille beaucoup depuis de nombreuses années, puis 25 ans, tu avais dit hier ? 30 ans, avec les Inuits. Moi, j'ai fait ma thèse sur une communauté au Nunavik et à l'époque où je faisais mon terrain de recherche à Puvunituk, les Inuits que je rencontrais en entrevue me disaient, nous, déjà, les plaidoyers de culpabilité, on ne comprend pas tellement ça. D'ailleurs, quand je suivais et encore aujourd'hui, c'est comme ça, la cour itinérante, l'interprète inuit, pour le terme de culpabilité, il va être obligé de traduire ça d'une certaine façon, puis c'est est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Alors, vous voyez que déjà, est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait,
il n'y a pas l'idée du blâme moral, c'est de renvoyer finalement la notion de responsabilité. Est-ce que je suis l'auteur de, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Alors, c'est ce qui expliquait d'ailleurs à l'époque que les Inuits enregistraient très facilement des plaidoyers de culpabilité, parce que quand on leur pose la question, c'est toi qui l'as fait, ben oui. L'avocat disait, il ne faut pas que tu répondes ça parce que je vais t'expliquer comment marche le système. Alors là, l'Inuit s'endormait parce que c'était bien long. Mais les Inuits, ils avaient de la peine, et ils ont toujours de la peine à comprendre que la notion le plaidoyer de non-culpabilité, ne comprennent pas que leur avocat leur dise mais plaide non coupable parce que tu... Bon, etc. Après, pour le système. Et en tout cas dans la communauté où j'étais, pour traduire le terme d'avocat de la défense, ils avaient trouvé un terme inuit qui désignait, qui voulait dire celui qui nous aide à mentir. Et moi, je trouve que c'est très révélateur, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, l'avocat, c'est celui qui nous aide à mentir. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des futurs avocats, mais vous n'allez peut-être pas l'oublier, celle. Alors, donc voilà, le but dans la conception étatique, c'est vraiment, comme le disait Marie-Ève, c'est punir, sanctionner. Et moi, je m'amuse beaucoup dans mes cours que je donne sur la justice réparatrice. On réfléchit à la notion de punition. Et souvent, les gens ont de la difficulté à voir que punir, c'est infliger une souffrance. Punir, c'est vouloir faire mal. Alors, souvent, on dit, mais non, punir, c'est parce qu'on veut réhabiliter. Oui, il y a ce greffe à la notion de peine, cette idée de réhabilitation, cette idée de dissuasion. Mais punir, c'est faire mal. C'est infliger une souffrance. Dans les conceptions autochtones, on n'est pas dans cette logique-là. C'est l'idée de réparer, résoudre, réconcilier, guérir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de sanctions. Christian aura l'occasion d'en parler, mais souvent la sanction, il y a l'idée de contrainte. Et contrainte et punition, c'est deux notions différentes. Alors moi, j'en démords pas là-dessus. Quand on me dit une sanction, c'est punitif, non, une sanction, c'est un niveau de contrainte. Punir, c'est encore autre chose. Donc, on peut être dans des sanctions, par exemple, réparatrices. Donc là, vous le voyez aussi, solution, peine, sanction versus dialogue. Les processus, vous le savez bien, on est dans des processus d'opposition, contradictoires, alors que dans les conceptions autochtones, et ça on le voit dans les entretiens qu'on fait, il y a une grande difficulté à comprendre ça. Comment peut-on réparer, résoudre, réconcilier quand on est dans une logique de contradiction et d'opposition? C'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, il faut instaurer plutôt le dialogue. Ça, c'est bien connu aussi que le focus est mis sur le contrevenant dans le système étatique, pénal, alors que dans les conceptions autochtones, cette dichotomie, là, on l'a vu aussi dans les entrevues sur les questions de violence conjugale. Et là, c'est vachement intéressant d'examiner cette question-là parce que il y a vraiment une façon de voir la violence conjugale, non pas avec cette dichotomie et cette polarisation l'auteur-victime, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'identifier aussi chez les Atikamekw qu'il y a des agresseurs, etc. Mais c'est toujours construit comme dans une dynamique qu'il peut y avoir aussi des responsabilités partagées dans ce schéma de violence. Et donc, cette dichotomie est très difficilement conciliable avec les conceptions autochtones, où on va dire on est plutôt contrevenant, victime, collectivité, puis on va examiner tout ça. Là, je termine avec les deux derniers éléments du tableau. Et je laisse la parole. Les critères d'évaluation, souvent dans les conceptions étatiques, qu'est-ce qui va permettre d'évaluer le système et la justesse ou l'atteinte, la réussite du système, c'est l'idée de la proportionnalité ou de la juste peine, tandis que dans les conceptions autochtones, on est plutôt dans le bien-être. Et je termine donc dernier. Notre système est hautement professionnalisé, ce qui n'est pas le cas, vous voyez, aidant naturel, les sages, la famille sont les acteurs qui sont mobilisés, incluant les parties elles-mêmes au conflit. Voilà. Alors, on a le défi, Marie-Ève et moi, de vous expliquer en quelques minutes ce qui a été conçu en plusieurs années
ce qui est appliqué depuis le 1er mars 2000, le système d'intervention d'autorité Atikamekw, et d'expliquer, Marie-Ève va expliquer après les points de convergence et de divergence avec le système étatique. Faut comprendre que le système d'intervention d'autorité Atikamekw gravite, et vous ne l'avez pas à l'écran, là, je vous donne l'information parce que j'y pense là spontanément, gravite autour d'une équipe. Alors, plutôt que d'avoir un DPJ, un directeur de la protection de la jeunesse, il y a un directeur de la protection sociale. En l'occurrence, c'est une femme, une directrice de la protection sociale. Donc, c'est une DPS. Rappelez-vous qu'on agit en fonction de la politique sociale Atikamekw. Donc, c'est une directrice de la protection sociale et pas une directrice de la protection de la jeunesse. Elle a à ses côtés une clinicienne à la protection sociale par communauté. Il y a une réviseure qui fait partie de l'équipe. On va voir tout à l'heure que les institutions qui s'occupent de la protection de l'enfance sont le conseil de famille, le conseil de sages et le cercle d'aidants. Puis je vais vous expliquer le plus rapidement possible qu'est-ce que c'est que toutes ces institutions-là. Il faut comprendre d'entrée de jeu, on vous a parlé hier, qu'en juin 2001, il y a un nouvel article, l'article 37.5, qui a été introduit à la loi sur la protection de la jeunesse, un article de droit nouveau, qui permet aux communautés, nations, regroupements autochtones, etc., de prendre entente avec le gouvernement du Québec pour appliquer un régime particulier de protection de la jeunesse sur un territoire déterminé et à une population autochtone déterminée. Il faut comprendre qu'actuellement, même si le SIAA est appliqué depuis 16 ans maintenant, il est appliqué non pas en vertu d'une entente signée en bonne et due forme et convenue avec le gouvernement, en vertu de l'article 37.5, mais suivant le consentement et l'accord des directeurs de la protection de la jeunesse qui couvrent le territoire où habitent les Atikamekw. Donc, en l'occurrence, il y a 2 DPJ. DPJ dans la région de Lanaudière pour les Atikamekw de Manawan et le DPJ Mauricie-Centre du Québec, donc qui est à Trois-Rivières pour les Atikamekw de Wemotaci et les Atikamekw situés à La Tuque. Donc, puisqu'il n'y a pas d'entente conclue en vertu de l'article 37.5, les DPJ acceptent de bon gré est-ce que les Atikamekw appliquent le système d'intervention d'autorité Atikamekw, mais les DPJ demeurent imputables. Ils demeurent pleinement responsables des actes, des interventions, des décisions prises par les travailleurs Atikamekw et non Atikamekw au nom du système d'intervention d'autorité Atikamekw. Alors ça, pardon. Donc, puisque le DPJ demeure imputable, il demeure en bout de ligne responsable, donc c'est sûr qu'il veut avoir son mot à dire. C'est tout à fait normal, ça va de soi. Donc, il doit y avoir une reddition de compte et il y a des moments charnières pour offrir une reddition. Deux façons là, de tenir le DPJ informé régulièrement de la situation des enfants. Il y a ce qu'on appelle un tour de dossier qui est fait tout simplement, périodiquement, généralement tous les 3 mois. Alors, toutes les situations d'enfants pour lesquelles on applique des mesures afin d'assurer la sécurité et leur développement, à tous les 3 mois, on révise avec chacun des DPJ les situations, on dit, bon, dans telle situation, on est rendu là, on applique telle mesure, on s'en va là, et ainsi de suite. Donc, il y a une reddition de compte au cas par cas tous les 3 mois. Et au moment où on décide qu'il doit y avoir une orientation permanente qui soit prise dans la situation d'un enfant. Alors, ça fait quelques fois qu'il est hébergé, admettons qu'il est confié à ses grands-parents, une première fois 6 mois, une autre fois 1 an, on est rendu à 18 mois, bon, ça se prolonge, et là, il est nécessaire de statuer jusqu'à la majorité de l'enfant. Alors, à ce moment-là, les Atikamekw, les employés qui travaillent pour les Atikamekw prennent l'orientation, prennent la décision de confier l'enfant, par exemple, à ses grands-parents jusqu'à sa majorité, mais tout ça doit rentrer dans ce que j'appelle la moulinette du DPJ.
Alors, à ce moment-là, ça enclenche un processus de révision auprès du directeur de la protection de la jeunesse concerné. Et la révision se fait avec un acteur Atikamekw, avec la réviseure Atikamekw et la réviseure du DPJ. Alors, en gros, j'ai placé les pièces, là, les morceaux du casse-tête. Et là, vous avez le contexte, et là, je reprends au tout début le fonctionnement. Admettons, on doit partir d'une situation problématique. Alors, ça peut être une situation de négligence. La plupart du temps, on intervient le plus souvent pour des situations de négligence. Alors, il y a une situation de négligence dans le cas d'un enfant. On va d'abord offrir ce qu'on appelle des services sociaux courants. On offre des services d'aide, des services de suivi, des services d'aide aux parents, d'aide dans les habiletés parentales, des camps de répit. On offre ce qu'on peut en termes de services et on s'assure évidemment de la protection de l'enfant pendant cette période-là. Si l'offre de service est refusée ou si l'offre de service ne permet pas d'assurer la sécurité ou le développement de l'enfant, on doit passer à une intervention d'autorité. La loi sur la protection de la jeunesse, ça permet au DPJ de faire une intervention d'autorité. Le SIA, c'est la même chose, c'est une intervention d'autorité pour s'assurer de la protection des enfants. Alors, il y a eu offre de services sociaux courants, et là, on doit passer à une autre étape, ce qu'on appelle la demande d'amorce. Demande pour amorcer l'intervention d'autorité. Je vous passe les détails, les papiers, les trucs à remplir et tout. Là, on a notre propre système maison, là. Là, il y a une demande pour amorcer l'intervention d'autorité et c'est la directrice de la protection sociale qui, suivant l'évaluation complète de la situation, va décider si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, oui ou non. Si c'est compromis, elle dit « j'amorce l'intervention d'autorité, c'est parti ». À partir de ce moment-là, n'oubliez pas qu'il doit y avoir une reddition de compte avec les DPJ. Donc, à partir du moment où le cas n'est pas signalé par les DPJ, mais bien par quelqu'un à l'interne dans la communauté, l'école par exemple, ou les services de santé, et que là, la directrice de la protection sociale veut appliquer le système d'intervention d'autorité Atikamekw, à ce moment-là, elle prend le téléphone, elle lâche un coup de fil au DPJ et elle procède elle-même au signalement. Elle dit « je signale la situation de tel enfant pour tel motif ». Et là, ça rentre dans moulinette, ça rentre dans machine auprès du DPJ. Nous, de notre côté, du côté Atikamekw, après ça, on va voir la constitution d'un conseil de famille. Un conseil de famille, ça se conclut suivant et ça se détermine suivant l'accord des parents et du jeune quand il est au moins âgé de 14 ans. Alors, la clinicienne à la protection sociale, la clinicienne qui est le bras droit de la DPS dans la communauté, va rencontrer les parents et va faire, c'est tout un travail préparatoire qui est névralgique, qui est stratégique, qui est vraiment là, fondamental pour déterminer avec les parents qui va participer au conseil de famille, qui va vous accompagner lorsqu'il va être question de décider de la problématique de laquelle on est saisi actuellement. Je ne sais pas, la mère peut suggérer sa propre sœur, sa propre mère, et ainsi de suite. Voilà, il y a constitution du conseil de famille et ça peut prendre 2, 3 rencontres pour préparer les parents et pour préparer chacun des participants. S'il y a 8 participants au conseil de famille, chacun des 8 participants doit être préparé à participer au conseil de famille. Donc, tout ça sous-entend, pour ceux qui se fatiguent peut-être avec la notion de confidentialité, tout ça sous-entend que les parents acceptent que leur situation soit dévoilée et discutée auprès des autres personnes qu'ils ont eux-mêmes choisies.
Alors, il y a réunion du conseil de famille. Ça dure généralement quelques heures. On essaie autant que possible que ça ne se passe pas dans les bureaux. Donc, pas dans les bureaux des services sociaux. Autant que possible, on essaie que ce soit en forêt, sur un site traditionnel. Et les cliniciennes le disent, ça donne franchement de meilleurs résultats quand ça ne se passe pas dans les bureaux. Le conseil de famille a 3 fonctions. Décider des motifs d'intervention d'autorité, pourquoi on est là, quelle est la situation, en quoi les parents sont négligents ou pas, qu'est-ce qui se passe. Décider des mesures à prendre pour corriger la situation et éviter que ça se reproduise. Parce que non seulement il faut corriger la situation momentanément, mais il ne faut pas que ça se répète, que ça soit récurrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça soit récurrent? Et désigner les personnes qui vont pouvoir constituer le cercle d'aidants. Cercle d'aidants, on peut mettre entre parenthèses à côté aidants naturels. Donc, on veut que pour l'application des mesures, on veut qu'il y ait des personnes, habituellement membres proches de la famille, membres de la famille élargie. On veut qu'il y ait des proches qui s'occupent qui participent à l'application des mesures. On dit souvent dans les communautés, ça prend toute une communauté pour élever un enfant. Bien, là, on veut mettre à profit la famille immédiate, la famille élargie, d'autres membres de la communauté pour aider à l'application des mesures. Alors, on décide que les mesures sont appliquées pendant un certain temps. Là, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 3 mois. Bon, ça dépend évidemment de chacune des situations. Et il y a des révisions. On doit réviser. Il y a des révisions périodiques, donc qui doivent se faire à des périodes fixes déterminées en fonction de l'âge de l'enfant, ou des révisions qu'on dit spéciales, donc qui sont commandées en fonction d'une situation nouvelle. Oui, j'ai peut-être... Non, vas-y. Oui, je suis là-dedans encore, OK. Suite à la révision, on décide, quand je dis on, c'est la DPS qui ultimement a le dernier mot, la directrice de la protection sociale, et qui décide, on met fin à l'intervention d'autorité et on peut continuer d'offrir des services tout de même à la famille. On poursuit l'intervention d'autorité et on modifie les mesures, ou on poursuit l'intervention d'autorité pendant un certain temps, mais on ne modifie pas les mesures. Voilà toutes les options qui sont possibles. En gros, c'est difficile de vous expliquer un système complexe en 10 minutes, un système qui a été pensé, mûri, élaboré, conçu pendant des années. Bon, je pense que c'est le meilleur tour que je peux faire en quelques minutes. Il me reste 2 petites choses à dire. Et puis, je suis bien contente parce que ça a été dit en commission parlementaire quand le projet de loi 166 a été déposé quand il y a eu la commission parlementaire en juin 2001 à propos du projet de loi 166. On a observé entre 2000 et 2001, donc dans la première année d'application du SIAA, on a observé une diminution du recours au processus judiciaire de l'ordre de 80 %. Alors, c'est quand même pas rien, là, c'est assez frappant. Puis je me souviens, ça a été soulevé en commission parlementaire. Fait que ça fait un petit baume sur nos plaies. Juste une petite question rapide. Vous avez mentionné tout à l'heure que la constitution du conseil de famille était conditionnelle à l'approbation des parents ou du mineur de 14 ans et plus. Oui. Qu'est-ce qui arrive si la famille refuse? Bonne question. Il fallait prévoir une porte de sortie si la famille, si le père, la mère ou le jeune plus de 14 ans refusait. À ce moment-là, la situation est soumise au conseil de sages. Mais il faut vous dire que bien qu'on ait prévu une porte de sortie, ce n'est jamais arrivé. En 16 ans, ce n'est jamais arrivé. Parce que tôt ou tard, la clinicienne fait son travail avec les parents, puis tôt ou tard, les parents en viennent au gros bon sens, puis comprennent, la mère comprend que sa sœur, qui est plus dans le trouble qu'elle, ne peut pas lui apporter une aide utile. Ils finissent par comprendre le gros bon sens, et ça n'a jamais été utile. Mais si ça devait arriver, ça va aller au conseil de sages. Oui? Est-ce que
peut vous sembler que l'intervention de la DPJ vient comme une double sécurité pour l'enfant, ou si, au contraire, vous ne trouvez pas que ça retarde le travail du DPS, que ça vous nuit plus qu'autre chose? Bonne question. Bonne question, question peut-être un peu embêtante. Écoutez, c'est une collaboration obligée. C'est imposé par la loi. Tant qu'il n'y a pas d'entente qui est signée en vertu de l'article 37.5, c'est le DPJ qui demeure imputable. Donc, il y a une collaboration obligée. Donc, on ne peut pas s'en plaindre. Mais je ne considère pas que c'est une double protection pour l'enfant. Et d'ailleurs, puis Marie-Ève pourrait le confirmer ou me contredire, d'ailleurs, les DPJ n'ont jamais défait les orientations prises par les travailleurs Atikamekw. Après. Est-ce que vous avez vendu justement le processus pour obtenir une entente en vertu de l'article 37.5? Ciel d'Afrique et pattes de gazelle. Les plus vieux connaissent cette expression. Écoutez, il y a eu une première négociation en 2002. La négociation a achoppé assez rapidement pour différentes raisons. Les négociations ont été reprises entre le CNA et le gouvernement du Québec en 2009 et elles sont toujours sur le point de se conclure. Voilà, je peux vous dire qu'il y a une rencontre de travail prévue ici à Québec le 19 septembre et le 4 octobre. Mais pour ce qui est quand on regarde concrètement le protocole d'entente qui a été élaboré et conçu, il reste une virgule et il reste vraiment pas grand-chose, mais ça fait longtemps qu'il reste vraiment pas grand-chose. Le problème, c'est que cette entente-là se négocie sur un long continuum. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau sous-ministre, à chaque fois qu'il y a un nouvel intervenant, un nouveau directeur des services sociaux à Atikamekw, à chaque fois qu'il y a un nouvel intervenant, un nouveau DPJ, bien, il y en a toujours un pour remettre en question ce qui a été conclu avant. Alors, c'est pour ça que ça devient un petit peu perpétuel. Mais on espère que ça se conclut bientôt. Dans la perspective du pluralisme juridique, moi, je serais tenté, et vous me corrigerez si j'ai tort, si j'avais à caractériser ce que vous nous avez présenté, je dirais qu'on a un processus qui est formellement étatique, puisque ça se situe dans la structure de la loi du Québec, mais qui est matériellement hybride, c'est-à-dire qu'on insuffle à ce mécanisme formellement étatique une bonne dose de normativité autochtone. Mm-hmm. Mais il reste encore, évidemment, beaucoup de normativité étatique qui structure toute la démarche, même si vous l'avez adaptée. Donc, est-ce que c'est correct de dire que voilà un système formellement étatique, mais matériellement hybride? Bien, je dirais actuellement oui, mais il va être moins formellement étatique quand l'entente va être signée, quand l'entente va être conclue en vertu de l'article 37.5, parce que même si le régime particulier de protection de la jeunesse est soumis, par exemple, à certains paramètres étatiques, comme les principes généraux et les droits des enfants prévus à la loi sur la protection de la jeunesse, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Les motifs de compromission qui sont prévus à la loi sur la protection de la jeunesse, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. On doit protéger des mêmes motifs de compromission, par exemple. Alors, il y a des paramètres étatiques quand même importants, mais je trouve qu'ils vont l'être moins dans les faits une fois qu'une entente va être signée, parce qu'on n'aura plus à se rapporter au DPJ. Et les organes du SIAA resteront des organes mis en place par un processus étatique. On ne peut pas dire que ce sont des organes totalement hétérogènes de l'État. Est-ce que j'ai... Bien, le conseil de famille est certainement un bon exemple d'organe Atikamekw, à un point tel que la protection de la jeunesse dans les régions concernées l'ont intégré à leur système. Ils trouvaient que c'était tellement de bonne idée qu'ils ont commencé à créer des conseils de personnes significatives. C'est ça. Hein? Alors, fortement inspiré des Atikamekw. Alors ça, c'était, je pense, un bon exemple là, d'une institution Atikamekw. Oui, conseil des sages. Conseil de sages aussi. Non, ça, c'est pas du tout étatique. Là. Cercle d'aidants aussi. C'est pour ça que je disais que c'est hybride là, sur le plan. La question concernant le poste de directrice de protection sociale, est-ce que c'est un poste qui est nommé et comment ça fonctionne? OK, bonne question. Ben, c'est toutes des bonnes questions.
Je ne peux pas porter préjudice aux autres questions qui ont été posées antérieurement. Oui, comment cette personne-là est nommée? Il y a un comité de sélection, bien entendu, mais la personne, elle est nommée suivant recommandation du directeur des services sociaux et elle est nommée par résolution du conseil d'administration du Conseil de la Nation Atikamekw. Et le conseil d'administration du Conseil de la Nation Atikamekw est constitué des chefs et du grand chef, qui ultimement nomme la directrice de la protection sociale. Et soit dit en passant, évidemment, la directrice de la protection sociale doit normalement être Atikamekw et les cliniciennes à la protection ou cliniciens à la protection sociale sont Atikamekw aussi. Alors, juste pour reprendre au bon, puis peut-être approfondir ou modéliser certaines idées qu'on vient tout juste de développer, pour insister donc sur les convergences et les divergences, exactement dans la lignée de ce qu'on a répondu à Ghislain. Donc, clairement, au niveau des convergences, c'est le cadre juridique de l'État qui s'impose. Hein. Le CIA est soumis à la loi sur la protection de la jeunesse, est soumis à la juridiction de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc doit se soumettre à ses principes, à ses motifs de compromission. Il y a quelques années, les Atikamekw voulaient ajouter un motif de compromission, voulaient ajouter la violence psychologique, et ça n'a pas été possible. Ils ont dû l'intégrer d'une autre façon dans leur procédé. Donc vraiment, il y a un cadre juridique des points de convergence là où les systèmes sont forcés de se rejoindre. Par contre, il y a beaucoup de divergences et c'est plutôt dans l'application, dans les modalités d'application. Et rapidement, là, pour revenir sur un certain nombre de ces divergences-là. Donc d'abord, il y a une divergence quant à la perception de l'intervention en autorité. La plupart des services qui sont offerts, ce sont des services sociaux courants. Donc ça, c'est vraiment très important et on va pas nécessairement retarder l'intervention d'autorité, mais on la voit vraiment comme une intervention de dernier ressort plutôt qu'un processus normal. Et ça, évidemment, c'est lié à l'histoire, à la perception que les Atikamekw ont de l'intervention en autorité, donc des liens avec les pensionnats et tout ça. C'est sûr qu'en milieu alloctone, l'intervention de la DPJ n'est pas nécessairement toujours bien perçue, notamment dans les familles pauvres, où on voit là, du contrôle social, mais chez les Atikamekw, il y a vraiment une dimension historique importante. Au niveau du contenu de l'intérêt de l'enfant, puis de l'accompagnement, aussi, il y a une divergence importante. Pour les Atikamekw, il n'y a pas nécessairement d'opposition, de séparation entre l'enfant et la famille. Quand on parle au DPJ, souvent, ils vont nous parler d'opposition entre l'intérêt de l'enfant et les désirs des parents. Ça, c'est toujours un mot qui me frappe, là, les désirs des parents, comme si les parents n'avaient aucun besoin. Alors que chez les Atikamekw, vraiment, on voit que l'intérêt de l'enfant est lié également aux besoins des parents et que l'enfant a intérêt à ce que les besoins de ses parents soient aussi comblés. On a une compréhension plus large des besoins de l'enfant aussi, notamment les besoins spirituels, culturels, identitaires sont vraiment importants. Donc, l'idée de rester dans la communauté et en lien avec les Atikamekw. Au niveau du temps, c'est plus long. Ça, je pense que c'est certainement un exemple là, de lorsqu'il n'y aura plus de cadre étatique. Il y a beaucoup de délais dans la loi de la protection de la jeunesse et la notion de temps chez les Atikamekw, on a besoin de beaucoup plus de temps. Anne nous a parlé de la préparation du conseil de famille, les choses pour que ça se passe bien, pour qu'on règle le problème, ça prend un peu de temps. L'espace aussi est important, plus près des gens possible. Aller sur le territoire dans la mesure du possible. Évidemment, on a des exemples où les conseils de famille se sont tenus dans les bureaux, mais c'est des exceptions et on essaie le plus possible d'aller sur le terrain. La proximité aussi au niveau des espaces est importante, donc on veut que ce soit des gens qui connaissent la situation de l'enfant, ce qui est un peu choquant pour le système étatique qui, lui, veut que ce soit des tiers indépendants, impartiaux, qui interviennent dans le dossier de l'enfant pour éviter les conflits d'intérêts. C'est pas que les Atikamekw ne connaissent pas la notion de conflit d'intérêts, là, ils la vivent à tous les jours. Mais pour eux, c'est important, au contraire, que la personne soit un expert dans la vie de l'enfant. Donc, ils connaissent bien l'enfant pour pouvoir intervenir.
La conception de la négligence aussi, au niveau de l'application, peut avoir des modalités différentes parce qu'il y a des réalités qui sont liées à la vie en communauté. Et finalement, je dirais l'implication ou peut-être deux choses, l'implication des parents de fait et la conception de la famille qui est beaucoup plus large. D'ailleurs, je vous le disais, là, l'État a adopté aime beaucoup l'idée du conseil de famille puis du fait que les Atikamekw ont une conception de la famille élargie, mais ça va au-delà de ça. Par exemple, lorsque il y a des parents, Anne pourra en parler mieux que moi, mais lorsqu'il y a des parents de fait qui sont impliqués, qui ont pris en charge l'enfant depuis sa naissance, même s'ils ne sont pas les parents biologiques, ils vont être impliqués dans tout le processus et vont même signer les documents alors que légalement ne sont pas obligés ou tenus d'avoir la signature des parents de fait. Donc vraiment, on les intègre. Et finalement, la prise de parole et l'écoute pour renchérir sur ce que Mylène disait, était vraiment importante. Donc, c'est les parents aussi. On écoute vraiment les parents et on essaie de voir comment on pourrait régler le problème, évidemment, toujours dans le respect aussi de la sécurité de l'enfant. Oui, est-ce que je peux sortir un lapin de mon chapeau? Oui, vas-y. Après la gazelle, oui. Après la gazelle, le lapin. Ouais. Parce que M. Otis me fait penser à quelque chose, puis je sors carrément un lapin du chapeau. L'article 37.5 de la loi sur la protection de la jeunesse précise, je vous le dis dans mes mots, mais je crois qu'il dit qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions de la loi et le régime particulier, ce sont les dispositions du régime particulier qui ont préséance. On parle de la conception atikamekw mettons, de résolution de conflits, etc., mais je vais donner quelques exemples. C'est ça. Puis la période, ce que je vais parler, c'est environ 150 ans, environ depuis 1850 à aujourd'hui, parce que c'est vraiment là qu'on peut, comme je dirais, je dirais que c'est vraiment là qu'on s'est beaucoup, peut-être pas basé, mais qui vient de là. Puis c'est ça, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment avec mon travail avec les aînés. C'est ça m'a comme amené à poser toutes sortes de questions là, sur beaucoup de choses, entre autres sur comment que c'était, comment qu'on gérait, comment que ça fonctionnait dans notre société. Puis ce qui m'a comme marqué beaucoup, puis ça c'est moi qui ai fait la synthèse, ce qu'ils m'ont dit, c'était beaucoup axé sur la prévention, résolution de problèmes. C'était vraiment... il n'y avait pas nécessairement beaucoup de sanctions. Il y avait peut-être, je vais donner un exemple tout à l'heure que je me disais, c'est peut-être ça là, qui disait, c'était comme sanction ultime. Là. Mais c'est ça, il y a un aîné qui m'avait dit, puis je l'ai traduit, là, ce qu'il disait, on visait principalement l'équilibre. Il disait, c'est rééquilibrer ce qui est déséquilibré. C'était ça le but là, des interventions. Puis c'était beaucoup ritualisé. C'est ça qui... Puis même s'il y a eu l'effritement social encore aujourd'hui, il y avait des choses qu'on a gardées. J'en ai parlé un peu hier, c'est comme c'était caché. Puis c'est ça avec le retour dans les années 70-80, on est allé chercher ça. Il y a beaucoup de choses qui est presque disparu, mais il y a beaucoup de choses qu'on gardait. C'est ça aujourd'hui, on le voit un peu avec, par exemple, le conseil de famille. Je parlais hier du noyau, où c'était la famille. C'était le conseil de famille, on le voit. Sec d'aidants, c'est la famille élargie. C'est tous des concepts qu'on est allé chercher, puis qu'on a comme, ça fait quelque chose d'hybride peut-être, mais c'est des concepts pratiquement qu'on est allé chercher. J'ai d'autres exemples. Parce que c'est ça ce que l'aîné aussi disait, c'est en faisant ces activités-là, c'est de ressortir le problème pour baisser la tension. C'était ça beaucoup les actions qu'on faisait pour ensuite trouver des solutions. C'est comme ça que l'aîné m'avait expliqué. Puis ce qui est important à dire, je vais revenir, c'est ça, j'en ai parlé hier, mais c'était la langue. Tout à l'heure, Mylène en parlait. C'est juste l'exemple avec, c'est vrai pour nous aussi, il y a les concepts du droit là, occidental, que c'est comme, on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Là. C'est comme ce qu'ils ont fait pour traduire ça. Ils ont pour traduire des mots, les concepts occidentaux, ils ont comme décrit. Puis ce qu'il a fallu qu'ils fassent, c'est qu'ils traduisent la description du mot qu'on a voulu comme décrire, là, pour qu'on comprenne. En tout cas, on a comme une lexique pour ça. Là. Puis c'est ça qui est arrivé. Ben, l'autre chose aussi qu'il faut comme comprendre, c'est avec la langue, ça nous aide.
L'exemple que je peux donner vite comme ça, c'est comme pour nous, la traduction de Awajish, la traduction simple, on peut dire enfant. Mais quand on s'en va traduire, le concept, c'est le petit être de lumière. Puis en disant ça, petit être de lumière, on comprend toute l'importance de l'enfant. Pourtant, regardez ce qui s'est passé avec l'effritement social. C'est ça, puis quand on explique ça à nos membres, c'est comme ça vient aider, ça vient comme aider. C'était quoi, comment qu'on percevait l'enfant, qui était un petit être de lumière, un petit être très important. C'est juste pour vous expliquer, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis la langue, ça aide. C'est pour ça que, aussi, avec le système qu'on a mis en place, la langue, il a été mentionné, mais c'est la langue. C'est ça aussi qui aide. C'est ça qui aide pour aider les parents, etc., à se responsabiliser, etc. Il y a une autre chose aussi, je vais aller comme plus individuel, puis après ça, vers plus le groupe et la nation entière. Il y avait des cérémonies. Par exemple, ça, on voit ça dans les films, mais ça, on l'avait aussi, c'est les bâtons de la parole. Ça, c'était un aîné qui m'expliquait ça. Ça, c'était vraiment une façon de baisser la tension. Il y avait comme la cérémonie, il y avait un bâton, puis tu avais beaucoup de frustration, tu avais des choses à exprimer si tu l'exprimais au bâton et non par exemple, à la personne avec qui tu étais en conflit. Puis ça, tu pouvais tout dire. Tu pouvais tu te laissais aller. Là. Puis ça a aidé beaucoup. Après ça, il y avait tout un processus après ça. Mais ce qui était comme beaucoup symbolique, là, après, tu cassais le bâton. Puis c'était symbolique, là, c'est OK, là tu as comme réglé beaucoup le problème. Après ça, tu le mettais dans le feu. Puis par la fumée, tes problèmes s'en allaient. C'était vraiment, puis ça aide beaucoup, c'est psychologique, mais ça aide beaucoup. C'est ça qui expliquait. Là. Un autre exemple que je peux donner, c'est une cérémonie, on l'appelle Sagbedjigan. C'est un sweat lodge, c'est un temps d'assudation, comme je disais, il y en avait chez les Atikamekw. Puis là aussi, c'était vraiment tu avais quelque chose qui t'empêchait de continuer dans ta vie, tu pouvais demander un Sagbedjigan. Puis l'exemple que je peux donner, c'est par exemple les abus sexuels. Ça, je sais qu'il y a eu des personnes, puis ça, on sait que les abus sexuels, ça touche vraiment ton être, etc. Puis après avoir fait le Sagbedjigan, il y a tout un processus, je n'irai pas dans les détails. Juste un exemple, ce que l'aîné me disait, là, même en suant, il disait, là, parce que les émotions, c'est quoi? C'est des réactions chimiques. Puis il disait, en suant, ces toxines-là sortent par tes pores de la peau. C'est ça qu'il me dit. Je trouvais ça très intéressant, la manière qu'il m'expliquait ça. Puis après ça, après la cérémonie, qui pouvait durer comme peut-être des fois toute la nuit, ou c'est tout un processus, cette cérémonie-là, on le faisait seulement une fois. Parce que ce qu'il disait, l'aîné disait, là, tout ce que tu as voulu comme faire ressortir, ça s'imprègne dans la structure. Fait que là, ce qu'il faisait après ça, là, il y avait encore une cérémonie de purification. On défaisait la structure, puis on le brûlait. C'est encore très le côté symbolique. Là. Ça, c'était au niveau comme individuel. C'est ça, encore une fois, l'aîné me disait, c'est pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré. C'est ça qu'il disait. Une autre chose, là, c'est un peu plus avec le groupe. On l'appelle Waskabiwin, le cercle de partage, qu'on peut traduire simplement. C'est encore pratiqué dans un sens chez les Atikamekw. Ce qui se faisait, c'est qu'on allumait un feu, puis les aînés s'assiaient en rond, puis ils discutaient des vraies choses. C'est comme ça que je peux dire. Parce que l'exemple que je peux donner, où j'ai eu connaissance du dernier Waskabiwin, c'est proche d'Obidjouan, une des 3 communautés. Les aînés s'étaient rencontrés au début des années 90 pour parler de la situation du territoire. Et moi, j'aurais aimé, c'est mon père qui avait assisté à cette, je dirais comme quasiment une cérémonie rituelle. Et c'est ça, il avait dit, là, les aînés avaient parlé un par un. Puis ce qui arrive, là, c'est que quand on discute, tu ne répètes pas ce que l'autre a dit. Tu rajoutes là, ce que toi aussi. Puis ce qu'il disait, là, ça, j'avais comme vraiment, ça m'avait marqué. Il y avait un aîné qui avait dit, là, je vais parler plus tard, je vais parler à la fin. Puis lui, ce qu'il avait fait, là, après que tous les aînés ont parlé, lui, il avait fait la synthèse, puis il avait rajouté son propre réflexion. Puis les aînés, d'habitude, les aînés Atikamekw, ils ne montrent pas beaucoup leurs émotions, mais il y avait des aînés qui pleuraient parce qu'ils parlaient de la situation, ce qu'on voit aujourd'hui sur nos territoires, où c'est rasé, où c'est ça qu'ils disaient.
déjà qui parlaient de ça, puis l'impact que ça va avoir pour nos jeunes. C'est ça qui discutait après ça, mon père m'avait expliqué un peu. Un autre plus petit, si on pourrait dire, mais qui fonctionne, qui se fait encore parce que j'ai eu comme, dans un sens, la chance de le voir, puis j'ai été comme impliqué, c'est le cercle d'hommes. Puis ça, on peut le voir aussi là, dans les services offerts par les services sociaux, il y a comme ça les cercles d'hommes. Mais dans mon cas, l'exemple que je vais donner, c'est j'étais à Obidjon, il y avait un rassemblement. Tout d'un coup, je vois deux personnes, deux personnes là, que je connaissais quand même beaucoup, là, je connais assez bien. Je les vois s'en venir, puis je dis, oh, il y a quelque chose. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que. J'ai peut-être fait quelque chose, je ne sais pas, je me disais. Là. Puis après ça, ils se sont comme assis, puis j'ai senti tout de suite que c'était solennel, que c'était qu'il y avait quelque chose qui voulait me parler. Puis je peux résumer ce qu'il m'avait parlé, c'est que j'avais une responsabilité dans la protection du territoire. C'est comme ça qu'il m'avait comme expliqué. Puis c'était solennel, puis tout d'un coup, là, j'ai su, OK, là, c'est fini. Là, ils m'ont donné, ils m'ont comme dit le message, là, puis il faut que je prenne ses responsabilités, etc. C'est ça ça, c'est un exemple que je peux donner. Un autre, c'est les cercles de femmes. J'ai eu comme le privilège, l'honneur d'assister à un cercle de femmes. C'est comme j'avais demandé à la personne, mais pourquoi tu me demandes d'assister? C'est comme, OK, tu vois, je ne suis pas une femme, il était parti à rire. Mais il m'avait dit, tu connais, tu sais l'effritement social qu'on vit. Puis j'aimerais ça que tu assistes. Puis vraiment, là, dans ces discussions-là, des fois, j'étais comme très, non, c'est vraiment, c'est quoi, c'est les femmes, c'est à eux autres. Mais ça arrive aussi. Puis c'est beaucoup social, c'est beaucoup la vie dans la communauté, les enfants, etc. C'est sûr. Puis pour les hommes, c'est beaucoup le territoire, la chasse, etc. C'était comme ça. Aujourd'hui, on peut adapter. Je sais que ça s'adapte.